Bienvenue, chers amis, à votre émission Capital Santé. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, je suis en compagnie du docteur André Nda, avec qui nous allons parler du soja. Cet aliment qui nous vient de l'Extrême-Orient, précisément de l'Asie. Alors, nous connaissons tous le soja pour en avoir déjà consommé. Mais savons-nous ce que nous consommons réellement? Alors, quels sont donc les bénéfices du soja à notre santé? Découvrons ensemble cela avec le docteur André Nda qui va nous entretenir durant ces 28 minutes. Bienvenue à vous, docteur, sur notre plateau. Merci, madame. C'est un honneur de vous recevoir à chaque instant. Alors, docteur, nous savons que le soja nous vient de l'Asie. Oui. Hormis l'Asie, est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où l'on cultive le soja? Avant de répondre à cette question, permettez que je dise que cette émission est la bienvenue parce que le sujet du soja est très conversé aujourd'hui, controversé. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Certains disent que c'est bon pour la santé, d'autres disent que c'est dangereux. Je crois qu'il est temps que nos amis sachent quelle est vraiment la position à avoir face à cet aliment important. À cet aliment. Pour répondre à votre question, disons que, comme vous l'avez si bien dit, le soja vient de l'Asie. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi le pois chinois. Le pois chinois. Chez les Chinois, le soja fait partie des 5 grains sacrés, avec le riz, le blé, l'orge et le millet. C'est au XVIIe siècle que le soja est amené en Europe. On commence à le cultiver en cette période-là. Et aujourd'hui, presque partout dans le monde, on cultive le soja. Particulièrement dans nos pays en voie de développement, où il a été introduit pour être une source de protéines dans notre alimentation. Donc le soja est cultivé presque partout aujourd'hui. Alors, quelles sont donc les différentes sortes de soja que nous avons? Bien, il y a au moins 11 variétés de soja. 11 variétés. Et ces variétés sont en rapport avec la plante. Il y en a qui grimpent, il y en a qui rampent sur le sol. C'est également lié à la couleur du grain. Par exemple, ici, nous avons le soja vert, qu'on peut faire germer et qu'on peut consommer cru. Nous avons le soja jaune, comme vous le voyez là, le soja jaune, qu'on utilise par exemple pour faire du lait et beaucoup d'autres produits que nous verrons dans cette émission. Mais il y a également du soja noir. Du soja noir? Oui, si vous allez en Asie, et particulièrement en Asie du Sud-Est, vous verrez des variétés de soja qui ont plutôt une couleur noire. Donc retenons qu'il y a 3 grandes variétés en fonction de la couleur. Le soja vert, le soja jaune et le soja noir. Alors docteur, de quoi est composée une graine de soja? Bien, la graine de soja est composée d'abord de protéines. Le soja est une bonne source de protéines. Nous pouvons obtenir, par exemple, le poids de la graine va nous donner 35 à 40% de protéines. Alors que la viande nous donne 15 à 27%. Donc le soja nous donne, pour le même poids, le soja nous donne plus de protéines. Le soja également contient, la graine de soja contient des glucides. La graine de soja contient des lipides. C'est pour ça que aujourd'hui, beaucoup considèrent le soja comme un produit oléagineux qui donne de l'huile. Ah, d'accord. Voilà. Le soja nous donne également, la graine de soja contient également la vitamine A, la vitamine du complexe B. Également des sels minéraux tels que le magnésium, le phosphate, le fer et d'autres encore. D'accord. À partir de ce que vous venez de dire, peut-on affirmer que c'est un aliment qui est quasi complet? Le soja n'est pas un aliment complet. Il n'y a pas un aliment qui se tient tout seul.
il doit toujours être associé à d'autres. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous préconisons la variété, n'est-ce pas, au niveau de l'alimentation. Mais nous reconnaissons tout de même que le soja est une source de protéines très intéressante, surtout dans les pays où certaines d'autres sources de protéines telles que le lait, la viande coûtent très cher. Le soja convient dans ce cadre-là comme une bonne source de protéines. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez que le soja apportait une grande quantité de protéines. Oui. Alors, est-ce qu'on peut donc remplacer le soja par la viande? Le lait par le soja. Le lait? C'est ce que vous voulez savoir? Non, la viande. Ah, la viande. La viande, voilà, la chair des animaux que nous consommons. Voilà, elle contient aussi des protéines. Tout à fait. Est-ce qu'on peut remplacer de ce fait-là le soja par cette viande animale? Bon, disons cette viande. Oui, bon, disons que la viande, l'avantage du soja, c'est qu'il ne va pas nous apporter du cholestérol. Alors que la viande est une source de cholestérol. Les graisses qui viennent du soja sont des graisses insaturées ou polyinsaturées. Alors que les graisses que nous allons avoir de la viande sont plutôt des graisses saturées. Donc, je pense que s'il faut choisir, moi je préférerais utiliser le soja à cause de ses protéines qui sont vraiment abondantes. Pour une petite quantité de soja, on peut avoir toutes les protéines dont on a besoin. Par rapport à la viande qui coûte cher, je préférerais le soja à la viande si j'avais ce choix-là à faire. Ok. Alors, quelle est donc la fonction de cet aliment dans l'organisme humain? Bien, disons que nous avons dit les protéines. À l'école primaire, on nous a appris que les protéines étaient des aliments de construction. Oui. Nous le disons également aujourd'hui que les protéines, c'est ça qui nous permet de nous asseoir, d'être debout, parce que les protéines font partie de notre constitution, de l'ossature de notre être. Les protéines également sont dans les cellules, au niveau des membranes cellulaires de notre corps. Les hormones qui régissent le fonctionnement de notre corps contiennent des protéines. Donc, il y a des protéines qui interviennent partout dans le fonctionnement de notre corps. Les glucides nous apportent l'énergie pour notre activité. Les vitamines, la vitamine A est une bonne vitamine pour nos muqueuses et pour la vision. La vitamine A est très importante pour ça. Les vitamines du complexe B sont des vitamines qui contribuent, qui participent au bon fonctionnement de notre système nerveux. Et tous les autres éléments apportés par le soja, les sels minéraux, sont très importants pour notre équilibre. Il y a un aspect, un élément que nous avons oublié de mentionner sur le soja, c'est que c'est une source de fibres alimentaires qui contribue au bon fonctionnement de notre système digestif. Comme vous le voyez, le soja est intéressant par rapport à notre santé et à notre bien-être. D'accord. Puisque vous parlez déjà des bienfaits du soja, alors une question concernant les vertus médicinales du soja. Est-ce qu'il en a? Bien, comme je le disais à l'introduction, le soja est très controversé. Vertus médicinales, probablement. Parce que l'un des éléments du soja, dans la composition du soja que nous n'avons pas mentionné, parce que nous y reviendrons, c'est les isoflavones, ou les phytoœstrogènes. D'accord. Certains pensent que ces phytoœstrogènes seraient très intéressants, par exemple, pour lutter contre les symptômes de la ménopause, les bouffées de chaleur, les malaises liés à la ménopause. Ça pourrait aider. Mais le soja, comme aliment, permet de baisser le taux de cholestérol dans le sang. Certaines études l'évoquent, d'autres études disent que ce n'est pas très important, ça ne fait pas une grande différence. Donc vous voyez, comme je l'ai dit, c'est un sujet à controverse. Certains sont pour, d'autres sont contre. Le soja également peut intervenir
on l'interdit à certaines catégories de personnes, et ça nous allons l'évoquer plus tard. Donc, mais le soja peut, chez certains individus, provoquer plutôt une allergie. Et là, ce n'est pas un effet bénéfique, c'est plutôt un effet, une contre-indication. Tout à fait. Si vous êtes allergique au soja, il faut arrêter d'en consommer. Donc, il y aurait probablement des effets bénéfiques par les vertus médicinales, mais certains en font la défense, d'autres plutôt disent que ces effets ne sont pas très importants. Parlons un peu de la prévention de l'ostéoporose, si je le prononce bien. Ostéoporose. Ostéoporose. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il intervient dans cette maladie-là? D'abord, qu'est-ce que c'est que l'ostéoporose? Voilà, c'est une maladie caractérisée par la perte du tissu osseux. Ah, d'accord. Dans ostéoporose, il y a l'os, les os. Voilà. Donc, c'est une maladie qui affecte les os de notre corps, des os qui perdent de leur substance et cela les rend fragiles. Ok. Est-ce que le soja est bénéfique dans l'ostéoporose? Certains disent oui, à condition que l'alimentation apporte également du calcium. Parce que pour lutter contre l'ostéoporose, on a besoin du calcium. Certains disent que le soja permet de conserver le tissu osseux si l'alimentation apporte le niveau de calcium dont le corps a besoin. Donc, dans ce sens-là, le soja peut contribuer à la santé des os. D'accord. Les risques que vous avez évoqués tout à l'heure, voilà. Hormis ces risques-là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres risques, disons à part l'allergie dont vous avez parlé, est-ce qu'il n'y a pas d'autres risques liés à la consommation du soja? Théoriquement, il y a des risques. Et ces risques surviennent lorsqu'on ne consomme pas le soja avec modération. Donc, c'est des risques potentiels. Lesquels, par exemple, au niveau de la glande thyroïde, qui est à la base de notre cou. Oui. Apparemment, le soja pourrait être néfaste, surtout pour une personne qui est sous traitement pour un mauvais fonctionnement de cette glande. Le soja, la consommation du soja pourrait perturber cela. Mais également, dans certaines situations comme le cancer du sein. Généralement, on considère que le soja pourrait avoir un effet protecteur. C'est-à-dire que si vous consommez du soja, cela peut être un élément intéressant dans la prévention du cancer du sein. Donc, ça c'est un avantage. Mais si vous avez déjà le cancer du sein, certains disent qu'il ne faut pas consommer le soja. Parce que certains cancers du sein peuvent être sensibles aux hormones contenues dans le soja, les phytohormones dont nous avons parlé. Donc voilà un peu, certains disent, bon, si vous avez eu le cancer du sein, n'en consommez plus. N'en consommez pas du tout. Parce qu'il y a un risque, peut-être que le cancer se réveille et qu'il se propage. Donc le soja, vraiment, c'est la controverse totale. Certains sont pour, certains sont contre. Certains disent que ça a un effet bénéfique, certains disent qu'il n'y en a pas. Donc la sagesse se trouve à la modération dans la consommation du soja. Si vous êtes allergique au soja, aux produits du soja, n'en consommez pas. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Parlons un peu des risques de malformation au cours de la grossesse. Comment est-ce possible? Là également, c'est une théorie. Parce que toujours à cause de ces phytoœstrogènes. L'œstrogène, c'est une hormone féminine. C'est pour la femme. Donc, certains disent que théoriquement, il y aurait danger si une femme qui a déjà des œstrogènes consomme un excès d'œstrogène, surtout si elle est enceinte. Cela peut entraîner des perturbations au niveau du développement de son enfant. Voilà. Essayez de vous représenter une femme qui est enceinte et qui a un garçon. Et elle le bombarde d'hormones féminines.
quel genre de perturbation ça pourrait apporter, ça c'est en théorie. D'accord. Ça c'est en théorie. Ok. C'est pour ça qu'on est prudent. On ne sait pas ce qui pourrait arriver. Chez la femme enceinte, attention. Attention. Mais certains disent, comme il y a une étude européenne, des recommandations européennes récentes, qui disent qu'il n'y a aucun risque majeur. D'accord. Mais même si ces risques étaient légers, minimes, je crois que la prudence nous amènera à conseiller aux femmes enceintes de faire attention par rapport à la consommation du soja. D'accord. Parlons de cancer. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cancer du sein. Oui. D'aucuns dira aussi que le soja a un impact positif sur le cancer de la prostate chez l'homme. Tout à fait. Alors, comment est-ce possible, docteur? Vous savez, certains cancers de la prostate chez l'homme sont sensibles aux hormones. Et certaines études montrent que lorsqu'un homme consomme du soja, cela peut aider à le protéger contre le cancer de la prostate. Donc là, il y a un effet favorable. Mais certains disent toujours, il y a un camp et l'autre. L'autre camp dit non, cet effet est négligeable. Donc, je crois que si le cancer de la prostate peut être prévenu en consommant du soja, ça c'est une bonne affaire pour les hommes. C'est pour ça que généralement nous conseillons aux hommes de consommer du soja. D'accord. Alors, que peut-on en faire? Disons, quelle utilisation peut-on en faire? Du soja? Du soja, bien sûr. Plusieurs choses. Le soja a plusieurs dérivés. Oui, lesquels? Mais nous allons les classer en deux grands groupes. Les dérivés non fermentés et les dérivés fermentés. Dans les dérivés non fermentés, vous avez le fameux lait de soja, qui est connu de tous, le lait de soja. Vous avez le tofu. Vous avez même le yaourt de soja. Vous avez la crème de soja. Tous ces dérivés de soja sont non fermentés. D'accord. Mais on peut avoir presque les mêmes dérivés, mais fermentés. Ça passe par un processus de fermentation et on les obtient également comme dérivés de soja. Donc voilà les deux grands groupes de dérivés de soja, les dérivés fermentés et les dérivés non fermentés. Alors, à travers ce processus de fermentation, est-ce que le soja ne perdrait-il pas ces protéines qui font de lui cet aliment En réalité, il ne perd pas de protéines. Certains prétendent que ces manipulations permettent aux phytates, aux d'autres substances qui se retrouvent dans les plantes et dans le soja qu'on appelle phytates, qui peuvent s'opposer à l'observation, à l'absorption de certains nutriments. Cela permet de les faire disparaître. Bon, c'est une affaire de goût et d'appréciation des qualités culinaires. Ce n'est pas les mêmes dérivés, ils sont différents, même au moment de la gustation, ils sont différents. D'accord. Tout à l'heure, vous nous avez montré deux différentes sortes de soja parmi ces 11 variétés que nous avons. Alors, le soja vert que nous avons vu tout à l'heure, certaines personnes disent que ce soja-là, on peut le consommer juste après l'avoir trempé dans de l'eau pré-cuit. Par contre, d'autres disent que le soja jaune est complètement différent, qu'on ne peut pas le consommer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut le tremper pendant plusieurs heures, enlever une fine couche avant de le consommer. Est-ce vrai? Tout à fait. Le soja vert que nous avons vu tout à l'heure et que je présente encore à nos amis peut être consommé après trempage ou vous pouvez même le faire germer et le consommer germé. Apparemment, c'est très riche. Ça ne pose aucun problème. Et vous voyez même qu'il est différent par rapport au soja jaune. Le soja jaune, comme vous l'avez si bien dit, il doit être... les manipulations doivent être un peu plus prolongées et avancées parce que, dit-on, il contient plus de ces substances dont j'ai évoqué tout à l'heure le nom, les phytates, qui peuvent gêner à l'absorption des nutriments
même qui sont contenus. Ok. C'est pour ça que, et que peut-être sans ces manipulations, il pourrait y avoir plus de phénomènes d'allergie. Vraiment, je ne sais pas. Mais généralement, le soja jaune, il passe par ces procédés-là avant d'être consommé. Et il y a de bonnes raisons pour ça. Nous avons aussi parlé des différents risques qu'il y avait à la consommation du soja, à certaines allergies et autres. Oui. Alors, docteur, ce que je voudrais savoir, à part ces maladies que nous avons citées, est-ce qu'il y a d'autres inconvénients dus à la consommation du soja? D'autres inconvénients. Je ne sais pas si on n'a pas tout évoqué. On a parlé de la thyroïde, Oui. on a parlé des problèmes liés au sein. Mais l'autre grande chose qu'on peut dire, c'est que généralement, il est déconseillé aux enfants de moins de 3 ans, moins de 3 ans. Et aux femmes enceintes d'en consommer, pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. L'apport du soja, les éléments du soja qui sont incriminés, c'est l'isoflavone, les isoflavones ou le phytoestrogène. C'est toujours eux qui sont impliqués. Et pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, par exemple par rapport à la femme enceinte, à cause du développement de son fœtus, alors que le soja apporterait beaucoup d'oestrogène supplémentaire à la maman. Voilà. Donc, mais certains conseillent plutôt d'utiliser des laits infantiles préparés pour les enfants à partir du soja, qui conviendraient beaucoup plus à ces enfants, et que l'introduction précoce de ces enfants au soja pourrait favoriser la survenue des allergies. D'accord. Alors, pendant combien de temps peut-on conserver le lait du soja? Vous posez là une question très intéressante. Le lait de soja n'est pas comme le lait de vache. Il se conserve longtemps. Lorsqu'il a été stérilisé, il se conserve même 2 ans, sans inconvénient. Alors que lorsqu'il est conservé au froid, les temps de conservation sont d'autant plus longs quand la température est basse. Donc le lait de soja ne pose pas les mêmes problèmes que le lait de vache, qui peut devenir corrompu rapidement, c'est-à-dire infecté. Mais le lait de soja, lui, il se conserve longtemps. D'accord. Alors, docteur, comment est-ce qu'on obtient le yaourt de soja? Tout à l'heure, à travers les dérivés, vous avez cité le lait, le yaourt. Tout à fait. Et d'autres choses encore. Comment on obtient le yaourt avec du lait? C'est-à-dire qu'on peut acheter des ferments qu'on utilise, ou alors vous utilisez un autre pot de yaourt avec du lait de soja et que vous laissez pendant quelques temps. Exactement le même procédé qu'on utilise pour le lait, pour fabriquer le yaourt de lait. D'accord. Le tofu de soja, qu'est-ce que c'est? Le tofu de soja est la résultante de plusieurs manipulations. On utilise par exemple le lait de soja, on ajoute du nigari. Le nigari, c'est du chlorure de magnésium. On peut en trouver dans certaines places. Et il y a tout un procès mélange là. C'est ça qui permet d'obtenir le tofu. Des manipulations du lait de soja avec le nigari, qui est du chlorure de magnésium. C'est ces manipulations qui permettent d'obtenir le tofu. Vous avez aussi parlé de l'huile de soja. Oui. Est-ce une huile qu'on peut utiliser pour des fritures ou pour des repas, disons, pour des sauces, la cuisson de certains aliments? L'huile de soja est beaucoup utilisée. Certains l'utilisent pour les assaisonnements, d'autres l'utilisent pour la cuisson des aliments, pour les fritures. Mais je crois que ce qui tient pour toutes les huiles, c'est que au moment où vous voulez l'utiliser pour frire, elle ne doit pas produire de la fumée. De la fumée. Une huile de friture qui fume devient toxique. D'accord. Donc, ne peut plus être consommée. Alors, comment obtient-on cette huile?
l'huile de soja. Le procédé, ça, je ne maîtrise pas mais c'est comme tous les huiles. On a dit que c'est oléagineux. Sûrement en chauffant et en pressant la graine va donner... Je ne connais pas bien le procédé qui est utilisé pour... mais je sais, toutes les huiles à partir des graines sont obtenues par des manipulations, par un processus où on presse pour faire sortir l'huile de la graine, je crois. D'accord. Isoflavone, c'est un élément que dont vous avez beaucoup parlé durant notre entretien. Et nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Mais avant de clore cette émission, je voudrais que vous nous parliez un peu des isoflavones. Les isoflavones, c'est des éléments, c'est ça qu'on appelle aussi phytoœstrogènes. Donc, phyto, c'est plante, ça vient de plante. Oestrogène, c'est des hormones. Ce seraient des équivalents hormonaux venant des plantes. C'est cette substance-là, ces substances, il y en a plusieurs. Le soja en produit beaucoup. Dans le soja, on en trouve beaucoup. Et c'est ça qui fait que le soja a pour certains des avantages face à certains problèmes, ou alors le soja présente des inconvénients face à d'autres problèmes, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure dans la grossesse. C'est toujours les isoflavones qui sont incriminés. Voilà. Mais ce que nous voulons dire à propos du soja, c'est que quelle que soit la position qui est donnée, le soja est un aliment sain et doit être consommé avec modération. Avec modération. Même en Asie où il est consommé, on n'a pas vu tous les problèmes qui sont évoqués par certains. Le plus important, c'est que le soja soit consommé avec modération. 40 grammes de soja par jour, c'est largement suffisant pour couvrir certains de nos besoins et cela ne comporte pas de risques. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes déjà au terme de notre émission. Alors, chers amis, j'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit durant notre entretien avec le docteur André Nda. Consommez le soja parce qu'il contient des éléments tels que les protéines, les acides aminés et plein d'autres éléments qui sont bénéfiques à notre santé. Attention, mais le consommer surtout avec modération. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite de passer une très bonne suite de programme.